aşık sa bülbül Mahun minnet daşurin tacün Lo yarete aşık sa bülbül Mahun minnet daşurin tacün Bahçe bu çöl melodi aşıkiye Gece dozaşni bu yardaşniye Bahçe bu çöl melodi aşıkiye Gece dozaşni bu yardaşniye Arulay cülüm çon cennet Jnopet alet tikani marifet Arulay cülüm çon cennet Jnopet alet tikani marifet Şiçomire hapis ütkay Zenej dopen picülke mevret Şiçomire hapis ütkay Zenej dopen picülke mevret Bonjour Henris, bienvenue sur notre Web Jama. Nous sommes très très heureux de t'accueillir pour nous parler d'un sujet qui nous vraiment qui nous intéresse fortement, c'est les Balkans et la présence musulmane et soufie dans les Balkans. Tu es pas sans savoir que l'association Aïssa organise donc en fin d'année un séminaire à Sarajevo. Dans la vision, le titre est la présence musulmane soufie dans les Balkans. En fait, aller à la rencontre des musulmans soufis des Balkans. Et donc, on voulait justement en profiter de cet événement pour essayer de parler un petit peu de ce sujet avec toi. Donc, je souhaite la bienvenue. Merci d'être venu. Merci, cher ami Sidi Mehdi. Je suis très, très heureux, très honoré d'être dans ce web jam. Merci pour l'invitation. Ben, moi de même, moi de même. Donc, juste rapidement, je te présente. Donc, tu t'appelles Henris Kinami. Tu es franco-albanais. Tu as vécu toute ton enfance et ta jeunesse en Albanie. Tu as fait des études de musique. Tu es professeur de musique. Et tu es depuis quelques années, tu fais beaucoup de séjours en Albanie, car tu participes à des circuits touristiques. Enfin, tu présentes un peu ton pays, mais pas que ton pays d'ailleurs, l'Albanie, le Kosovo, plusieurs pays des Balkans, la Macédoine, la Bosnie. Donc, tu fais des circuits touristiques et tu es un peu, on va dire, guide, et tu mets un petit peu en avant cette culture, cette architecture. Voilà. Donc, par ailleurs, et c'est, je pense, le plus important, du fait que tu sois guide, c'est tout simplement parce que tu es un grand amateur, un amoureux de cette culture, tu es un amateur de l'histoire des Balkans. Et donc, c'est pour cela que nous t'avons sollicité, parce que nous aimerions que tu partages avec nous cette passion et cet amour. Donc, juste pour commencer, je vais poser ma première question, pardon. Comment tu définirais les Balkans? Alors là, je ne te demande pas une définition géographique parce que les gens pourront aller voir, hein, tout simplement sur Internet, ou la géographie du pays, ou même un peu une partie de l'histoire. Mais ce qui m'intéresse un peu, déjà, dans un premier temps, que tu nous dises bien sûr quels sont les pays qui sont dans cette aire géographique, mais surtout, quel est le lien
qu'il y a entre ces pays sur le plan culturel. C'est principalement ça qui nous intéresse. Pourquoi il y a des liens entre ces pays et qu'est-ce qui a fait le ciment ou le lien entre ces différents pays? Alors, c'est une très bonne question pour commencer, mais qui n'est pas facile à répondre, parce qu'on peut définir les Balkans de différentes façons. Si on a une définition vraiment, comme tu disais, géographique, ben, c'est les pays de la péninsule des Balkans, en commençant par le sud-est, la Turquie. Le petit bout européen de la Turquie fait partie des Balkans, donc la partie européenne d'Istanbul et d'Edirne. Ensuite, il y a la Bulgarie. Au nord, il y a la Roumanie. Après, plus au nord, il y a l'Hongrie. Si on va vers le sud, on arrive en Serbie. On remonte vers l'ouest, la côte, la Croatie. Tout au nord, un petit bout, un petit pays, la Slovénie, mais qui fait partie des Balkans, géographiquement parlant. Si on redescend de la Croatie, on arrive en Monténégro, aussi un petit pays sous la côte. Ensuite, nous avons le Kosovo, plus au sud, la Macédoine. À l'ouest, toujours face à la mer, l'Albanie. Et au sud de l'Albanie, la Grèce, que les gens connaissent plutôt bien. Et là, on a une boucle, en fait, géographique des Balkans. Et la Bosnie. Et j'oublie, exactement, merci beaucoup. Parce que la Bosnie-Herzégovine, d'ailleurs, elle est vraiment dans les terres. Donc, évidemment, la Bosnie-Herzégovine, qui est un peu en centre, en fait, finalement, de tous ces pays-là. Tu vois, comme quoi, c'est pas évident à tout retenir parce que, à tour de rôle, au fur et à mesure, avec le temps qui a changé, en fait, les pays ont changé. La Yougoslavie a éclaté, ça a formé plusieurs pays. Et l'identité de ces pays-là, elle est à la fois balkanique, à la fois européenne, et à la fois marquée par la présence des grands empires de la Méditerranée, à savoir l'Empire romain, byzantin, ottoman, et l'Empire austro-hongrois, surtout dans la partie nord des Balkans. Comment on peut les définir? Si on se tient à la définition, notamment la définition balkane, qui vient de la langue turque, veut dire le sang et le miel, ou le miel et le sang. Bal, c'est le miel. Et kan, c'est le sang. À la fois quelque chose de doux, quelque chose de succulent, et à la fois quelque chose de très verniculaire, très lié en fait au tempérament aussi méditerranéen d'une grande partie des Balkans. C'est aussi un grand espace de montagne. D'ailleurs, on dit que la grande chaîne des Balkans, c'est principalement la chaîne de montagnes qui va des Alpes du sud jusqu'aux montagnes du Pinde au nord de la Grèce et qui traverse en grande partie ces pays-là. Avec les changements politiques, culturels et sociaux, l'espace balkanique a beaucoup changé, surtout ces 30 dernières 40 années. Avec l'entrée, par exemple, en Union européenne de la Grèce, au début des années 80, la Grèce elle-même, elle a voulu moins s'identifier à cet héritage balkanique, à l'espace balkanique, pour justement mettre plus en avant le côté européen. Les autres pays qui sont rentrés, ça fait maintenant bientôt une vingtaine d'années, en Union européenne, à savoir la Croatie. Enfin, la Croatie, c'est plus récent, mais la Slovénie, la Bulgarie et la Roumanie ont fait quelque chose un peu de même. On mis plus en avance, plus en valeur le côté européen, au détriment, on va dire, de l'identité balkanique. Et finalement, ce qui reste maintenant dans l'espace en dehors de l'Union européenne, qui est l'espace balkanique par excellence, parce que c'est un peu le cœur, finalement, à mon avis, hein, de cette identité balkanique, bah, c'est les pays comme l'Albanie, le Kosovo, la Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, qui sont peut-être moins connus que les grands pays, la Serbie aussi, bien sûr, comme la Grèce ou la Roumanie ou la Bulgarie ou la Croatie. Là. Voilà, ça c'est une façon de voir le Balkan. Il y a plein de façons de voir, en sachant qu'il y a aussi ce qu'on appelle la balkanisation comme concept physique, métaphysique, politique. En fait, ça veut dire une fragmentarisation d'une entité générale, d'une grande entité, en plusieurs petites entités. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu un peu du mal à comprendre cet espace, parce qu'on a eu l'impression en fait qu'il y a eu ce désir de se couper de la racine, mais du fait que la région elle-même, elle est au cœur, c'est un carrefour de différentes
empires. Donc, je viens de citer romains, byzantins, ottomans, mais aussi les influences russes, les influences européennes de l'Ouest, à savoir françaises, italiennes, euh, le monde germanique et jusqu'à l'Angleterre. Bah, tout le monde un peu a mis un peu le détonateur. Et puis, finalement, ça a aussi fait cette fameuse poudrière. Pour terminer cette mise en lumière de l'espace balkanique, je dirais que c'est un espace, en fait, qui a gardé une certaine pureté, qui a gardé une certaine originalité. Un espace où une des choses fortes de la région des Balkans, c'est le fait d'avoir gardé plusieurs peuples, plusieurs langues, plusieurs cultures et plusieurs religions qui cohabitent ensemble. Et ça, si on le met en lumière avec les deux autres grandes péninsules de l'Europe du Sud, à savoir la péninsule ibérique, donc l'Espagne, le Portugal d'aujourd'hui et l'Italie, la péninsule des Apennins, bah, on se rend compte que dans les Balkans, il y a beaucoup plus de richesses linguistiques, culturelles, religieuses, et que finalement, on va dire, ça reste du temps, du passé, sans rester finalement. Et tout l'enjeu dans l'avenir, c'est ce qu'on va pouvoir garder de ce qu'on pouvoir garder évidemment de ces identités-là avec le monde qui change. Si, c'est très riche, merci. Et c'est intéressant, hein, comment tu as retourné un peu ce concept de balkanisation qui peut être péjoratif quand on l'entend, mais effectivement, tu lui as donné une image positive parce qu'en fait, c'est une richesse en vérité, cette diversité. Et l'enjeu, c'est d'en faire un atout pour l'avenir, quoi. C'est surtout ça. Effectivement, la comparaison est très belle avec les péninsules, effectivement, ibériques et l'Italie qui se sont un peu uniformisés un petit peu dans la culture, alors que là, on a gardé cette richesse. Ben, écoute, c'est super intéressant. Donc, on va passer à la deuxième grande question que je voulais te poser. Donc, c'était autour de la présence musulmane. Est-ce qu'on peut évaluer, je ne pense pas qu'on puisse évaluer exactement la date de présence des premiers musulmans, mais est-ce qu'on a une idée de cette présence, à partir de quand il y a des musulmans dans les Balkans, et est-ce que c'est un islam importé ou c'est des locaux qui se sont convertis assez vite à cette religion? Oui, alors là aussi, c'est une question qui n'est pas facile à répondre parce qu'on parle d'un grand espace finalement. On parle d'une religion très importante qui va de Jakarta à Casablanca, d'Afrique du Sud au sud de la Russie, et donc qui englobe des territoires immenses, des peuples euh, très grands, divers et variés. C'est la dernière révélation des religions monothéistes. Donc, forcément, ça a touché aussi cet espace, justement, de l'Europe du Sud-Est, comme ça a touché des autres régions du monde, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l'Asie en général. Et mais pas que. Euh, il y a deux façons de le voir, en fait, cette arrivée de la présence musulmane. Il y a la façon factuelle, avec des faits à la fois archéologiques, euh, historiques, donc les premiers récits et les vestiges archéologiques, mais il y a aussi une façon de l'avoir de façon peut-être plus, on va dire, dans la foi ou dans la croyance locale. Et donc, pour faire simple, la façon plus, je vais commencer par la façon scientifique, la façon plus admise, couramment admise, c'est grosso modo avec l'arrivée des Ottomans. Donc, il y a une date importante pour la région, mais pas que. C'est la fameuse bataille du Champ de Merle au Kosovo, en 1389, où l'armée ottomane est face à une coalition balkanique. Et finalement, c'est l'armée ottomane, en fait, qui l'emporte. Et ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, il y a une nouvelle administration qui s'installe et donc qui porte l'islam comme religion officielle de l'Empire. Cela dit, avant d'arriver jusqu'au Kosovo, les Ottomans, donc ils sont passés bien sûr par l'Asie mineure, la Turquie d'aujourd'hui. D'ailleurs, le mot intéressant, Asie mineure, c'est un condensé de la Grande Asie, l'Anatolie d'aujourd'hui.
Ils sont passés de l'Anatolie, qui veut dire notamment l'Orient, à la Roumélie, qui veut dire l'Occident, en franchissant euh, la mer, en fait, qui sépare la partie de la Turquie d'aujourd'hui avec la partie des Balkans, donc Grèce, Bulgarie. Mais en fait, ils ont mis beaucoup de temps à, boucler la boucle pour conquérir la ville de Constantinople, Istanbul, 1453, en sachant que dans les Balkans, les Ottomans étaient bien avant Oui, présents ça. qu'à Istanbul. Ça, Mm. c'est assez intéressant aussi. Ouais. Environ un siècle avant, en fait, parce qu'avant d'arriver au Kosovo, effectivement, ils sont s'installés en Bulgarie du Sud, certaines parties de la Grèce, certaines parties de la Macédoine d'aujourd'hui, pour arriver au Kosovo. Et puis de là, l'Albanie, etc., la Bosnie-Herzégovine, Monténégro. Donc ça, c'est la façon, on va dire, admise couramment. Donc la réponse, ça serait euh, 14e siècle, en fait. L'islam s'installe au 14e siècle de façon sûre, mais de façon aussi lente. Ça ne se fait pas tout de suite, parce que la population locale, elle n'est pas, à la base, elle n'est pas du tout musulmane. Donc c'est dans des gens qui se sont convertis, des gens qui ont ça, c'est des travaux de chercheurs peut-être qui peuvent expliquer plus les raisons, parce qu'il y a plusieurs raisons. Et selon les pays et selon les façons de le voir, on met parfois en avance certaines raisons, parfois d'autres. Il y a des gens aussi qui insistent sur le fait qu'il y avait aussi une volonté en fait de pouvoir ne pas payer des impôts, ne pas être dévimé, ne pas être taxé en fait comme les autres religions. D'autres gens qui vont mettre en valeur plus le fait que finalement il y a une sorte de continuité dans la religion monothéiste. Donc, une grande partie des peuples des Balkans, enfin, une partie importante, on ne va pas dire une grande partie, à savoir l'espace principalement bosniaque aujourd'hui et albanais, a embrassé l'islam parce qu'ils ne voyaient pas de contradiction avec les religions qu'ils avaient avant. Il y a une autre théorie, en fait, surtout en Bosnie-Herzégovine, qui disent que les Bosniaques de l'époque, donc la population qui habitait à peu près cette terre-là, elle vivait en fait une foi chrétienne assez similaire à celle des Cathares, qu'on appelle les Bogomiles. Donc des gens qui croyaient fortement dans l'unicité divine, qui ne suivaient pas vraiment en fait les différents dogmes de l'Église et qui avaient en fait plus facilement tendance à embrasser la vérité unique et intemporelle. Donc ça c'est la façon plutôt historique, mais après dans la façon rapidement, très rapidement plus par rapport aux certains, on va dire, récits locaux, notamment en Bosnie-Herzégovine, on pense qu'il y a eu des compagnons du prophète sur lui la paix et la miséricorde, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont allés en fait de l'espace balkanique le rejoindre jusqu'en Arabie parce qu'ils avaient reçu les signes en fait de la prophétie. Et après, ils seraient retournés en fait, euh, notamment en Bosnie-Herzégovine d'aujourd'hui. Ça, c'est un des récits qui n'est pas, jusqu'à l'heure, à ma connaissance, n'a pas été, on va dire, certifié de façon scientifique parce que c'est difficile, hein. Bien sûr. Après, une chose très intéressante, c'est Là, que on parle dans du les- 7e siècle, quoi, en fait. là, on parle de l'époque du prophète, Ouais, ouais. 7e siècle, exactement. Exactement. Après, on sait qu'à Istanbul, surtout dans la partie européenne, donc ça c'est intéressant, la partie balkanique finalement, il y a la grande mosquée de Ayyub, Sultan Ayyub Ansari, qui était un des compagnons les plus proches du prophète, qui justement est enterré en fait dans les Balkans et qui a d'une certaine façon ramené aussi l'islam dans les Balkans de l'époque des premiers compagnons. Il se trouve que dans les siècles qui ont suivi, il y a eu beaucoup d'échanges commerciaux avec notamment les Andalous, parce que les Andalous, ils contrôlaient non seulement l'Espagne, le Portugal d'aujourd'hui, mais aussi les îles, en grande partie les îles de la Méditerranée, donc les îles Baléares, Majorque, Minorque, les Siciles. Et donc de la Sicile, l'arrivée au Balkan, elle est assez rapide, en fait, surtout dans les voies maritimes. Donc ça, on sait, hein, qu'il y a eu des échanges, surtout commerciaux, avec des commerçants, notamment musulmans. On sait que dans les guerres qu'il y a eu, notamment en Italie du Sud, en Sicile et dans les Pouilles, il y avait aussi des soldats, des Sarrasins, on les appelle. Donc des soldats musulmans, en fait, qui combattaient pour les différentes guerres qu'il y a eu, notamment entre les Normands et les Italiens du Sud.
Et certains de ces Sarrasins seraient venus dans les Balkans. On dit notamment qu'en Monténégro, il y a une mosquée qui s'appelle la mosquée des Marins, qui serait en fait, toujours selon les récits, hein, qui serait fondée par les Sarrasins, donc par des Andalous. Je ne sais pas s'ils étaient arabes ou s'ils étaient convertis. En tout cas, des gens qui étaient musulmans bien avant l'espace balkanique. Mhm. Et pour terminer, donc cette deuxième façon de voir les choses de façon plus selon les récits, il y a la présence des soufis. Et ça, c'est quasiment une certitude, hein. Enfin, c'est une certitude, mais du fait que ça remonte quand même à des siècles, et il y a peu de sources, il y a à la fois des sources et à la fois un peu des légendes qui se sont imbriquées. Notamment, on pense qu'un grand maître soufi qui s'appelle Sari Saltuk, il serait venu de Bukhara, donc d'Ouzbékistan, en Anatolie, en Turquie, et son maître, en fait, Haji Bektash Wali, lui aurait dit d'aller dans les Balkans, donc de l'autre côté de la mer, pour pouvoir répandre aussi l'islam. Et Sari Saltik serait venu dans les Balkans au XIIIe siècle, à l'époque de Rumi, donc la Ouais. deuxième moitié du XIIIe siècle, un siècle avant la bataille du Champ de Mer. Donc, pour terminer, donc, il y a cette présence ottomane à partir du XIVe siècle, surtout XVe. Il y a ces soufis, parce qu'il n'est pas venu tout seul, Salih Saltok, il serait venu un siècle, voire un siècle et demi avant, et aussi, sûrement, en fait, quelque chose en lien avec déjà l'époque du prophète. Mhm. Et Et les, les commerçants et les et les échanges. soldats des Sarrasins. Donc ça fait beaucoup de choses, en fait. Finalement, Mhm. on voit bien que c'est un pôle qui gravite aussi bien de l'ouest, de l'est et de l'ouest, et que des deux côtés, finalement, l'islam, naturellement, il rencontre cette terre et cette terre rencontre l'islam. Écoute, merci pour cette présentation qui est vraiment très riche. Si tu permets, comme tu es musicien, nous allons juste, avant de rentrer dans le sujet des confréries, je voulais passer à un petit intermède musical dans lequel tu joues d'un instrument de musique. Tu peux nous dire cet instrument? Tu peux nous dire deux mots de cet instrument? Oui, c'est un instrument qui s'appelle le sharki, qui veut Oui. dire l'oriental, justement. C'est Mhm. un luth des Balkans qu'on joue de la Bosnie au Kosovo, en Macédoine du Nord, en Albanie, avec des variantes similaires en Grèce, je pense au bouzouki, au saz en Turquie, et ça va jusqu'en Asie centrale, en fait, avec le tar, le setar, qui est joué dans le monde persan. Ah ben, très bien. Donc, on va découvrir ça. À tout à l'heure. Tout à l'heure, merci beaucoup. Zbaridi prvi bot Ne akşam ne nezen fitila Pričaj rogët na kanë dila Mirë se vjen o Ramazon Mirë se vjen në mesin e ton Që një vit të kam e prit Zot shqyr që erdi kjo dit 30 dit ka Ramazoni Me u plotsu dini dhe imani Me një jet e me besim Inshallah riqëllimin tim Me u pastru e me u përvëlu Dhe nga të këqijat me u largu Nga syfyrin e i fetar Nga nurin e nar Në aksham po buqon e copi Shtohet sofra si që mori
Yerdimuy bekumar perne Pertejit kuda permide Muy meşir muy besimit Ramazan muy acnimit Gacami afiret zoni Ahsabu leknahet kulani Ramazan, oh Ramazan Bir sevyen ömesine ton Ramazan te presin kırmon Böyle her meşbiretine plant Enris, donc on se retrouve pour la dernière partie de notre échange. Et donc là, on va aborder le sujet vraiment qui nous tient à cœur. Tu en as un petit peu parlé juste avant, en parlant de ce derviche Bektashi, on va dire, qui était disciple de Wali Bektash. Et tu vas nous parler un petit peu de la présence soufie, alors son histoire bien sûr, et principalement les confréries, et puis leur devenir actuel, quoi. Qu'en est-il de ces confréries actuellement? Je te laisse la parole. Euh, Merci beaucoup, cher ami Sidi Mehdi. Alors, l'espace balkanique est très riche euh, avec cet espace justement de l'islam spirituel, avec ses confréries. C'est vraiment une mosaïque de confréries. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question comment ça se fait que dans un territoire qui est pas si grand que ça en même temps, hein, surtout aujourd'hui en fait, Mhm. avec le monde qui change à une grande vitesse, il y a eu en fait cette grande, je dirais même très grande en fait, richesse pardon, et diversité des courants mystiques de l'islam dans les Balkans. Cela est dû, je pense, à une certaine facilité ou une certaine acceptation des populations locales envers ces pratiques-là, et aussi du fait que finalement, les apports qui soient venant de l'Empire ottoman, surtout de la Turquie d'aujourd'hui pour faire simple, qui est un peu le cœur de l'Empire, mais qui eux-mêmes ils venaient de mondes souvent arabes et persans, et pas que, mais principalement ces deux mondes-là, ils se sont finalement imbriqués les uns aux autres. D'ailleurs, l'histoire ottomane, c'est aussi ça. Hein, la langue ottomane, c'est la langue turque, mais avec des forts emprunts arabes, et avec aussi une poésie à la façon persane. Et finalement, bah, c'est tout ça qui est arrivé dans le Balkan. Et ça ne pouvait pas être autrement, finalement, parce que c'est peut-être cette façon de ramener euh, cet islam-là qui a permis, à mon avis, hein, enfin, une des raisons principales, mais pas la seule, à l'islam de subsister, malgré les différents éclatements quand même qu'il y a eu dans la région. On pense à l'époque, justement, de la dictature communiste en Albanie, qui était une épreuve, parce que c'était le seul pays officiellement athée au monde. On pense aux guerres en ancienne Yougoslavie, qui ont été atroces, surtout en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo, mais pas que, aussi en Croatie. Et malgré toutes ces épreuves-là, finalement, il y a toujours cette présence confrérique. Ça veut dire que euh, peut-être toutes ces épreuves-là étaient des stades ou des moments difficiles qu'il fallait surmonter, dépasser, pour pouvoir garder toujours cette flamme allumée. Donc, dans l'ordre des confréries qui arrivent dans l'espace balkanique, là, sans doute, mais là aussi, c'est difficile d'avoir le dernier mot, hein. C'est toujours un espace de dialogue et d'échange et de... C'est jamais fini, en fait, mais bon, on a un peu l'audace d'ouvrir un peu la discussion et puis de faire une petite contribution modeste. Donc, il faut prendre certaines choses aussi avec, pas une réserve, mais en sachant que c'est des sujets très, très importants et qui demandent aussi à être éclairés dans l'avenir. Sans doute la première qui serait venue, ce serait la confrérie qu'on appelle aujourd'hui le Bektashi ou de Bektash, qui
Et elle est intéressante parce qu'elle est née à la même époque que celle des Mevlevi, qui sont plus connus par le grand public, parce que ça représente les derviches tourneurs, les fameuses derviches tourneurs. On va notamment à Konya, la confrérie de Rumi, qu'on connaît maintenant. Mais à la même époque que Rumi a vécu un autre grand maître soufi, qui s'appelle Haji Bektash Wali, qui lui avait peut-être trouvé un moyen plus facile, je dirais, de pouvoir toucher cet espace des Balkans de l'Anatolie de l'époque, parce qu'il a vécu à côté de Konya, lui aussi, donc ça fait quand même beaucoup de distance à traverser, parce qu'il avait un islam et un soufisme plus populaire, sachant que celui de Mevlana Rumi était plus lettré, et ça demandait plus de préparation, effectivement, dans certaines sciences. Celui de Hadji Bektash Wali était peut-être plus accessible sur certains points, et donc grâce notamment aux derviches, donc j'ai mentionné tout à l'heure Salih Saltuk, qui étaient en quelque sorte des moines voyageurs qui ont marqué l'esprit des populations locales parce que ils ont vu des gens qui avaient déjà une foi très forte, une conduite morale et éthique assez remarquable, mais qui ne trouvaient pas de contradiction avec les moines ou certains saints qui étaient déjà présents sur place ou qui avaient été présents sur place des autres religions, notamment que ce soit orthodoxe ou que ce soit catholique. Donc, finalement, je pense qu'on n'a toujours pas encore bien compris, et c'est difficile pour nous, le monde moderne, de comprendre l'importance de ces gens-là qui ont marqué tellement les esprits qu'ils sont toujours vénérés aujourd'hui, par exemple, dans plusieurs pays des Balkans, notamment en Albanie, Kosovo, Bosnie-Herzégovine, mais pas que. On suppose en fait qu'il y a des makams, donc des temples de ce derviche-là, en question, Salih Saltuk, et donc c'est devenu des lieux de pèlerinage, des lieux où les gens, d'ailleurs, c'est pas que des musulmans, il y a des gens qui sont même pas musulmans qui y vont parce qu'ils trouvent qu'il y a une énergie dans ces lieux-là, ils trouvent qu'il y a une sérénité, il y a une paix, et donc ils y vont pour se recueillir, pour faire une prière. Certaines personnes qui vont aller notamment en Albanie, ils vont être peut-être certains musulmans, vont peut-être pas comprendre certains rites parce que certaines personnes allument aussi des bougies, mais c'est une façon aussi finalement de marquer aussi symboliquement la lumière, de marquer aussi le respect et certaines traditions locales qui se sont imbriquées aussi à l'islam. Mhm. Toujours est-il que ces derviches-là, donc lui le plus connu, mais il y a eu d'autres avec lui forcément, il ne pouvait pas être seul. Ils ont permis petit à petit en fait l'installation d'une première confrérie. Et on sait qu'il y a eu de premiers zaouïas au nord de la Grèce, Bektashi, euh, aussi en Bulgarie, en Grèce, qui date en fait du tout début de l'époque ottomane. Et là, je dirais un mot important parce qu'avec le temps, la confrérie, elle s'est structurée comme d'autres confréries. Et donc, elle est devenue, surtout à l'époque du sultan Suleiman le Magnifique, donc c'est l'ère des tulipes, l'ère la plus faste de l'Empire ottoman, 16e siècle. L'époque où l'Empire ottoman était allié aussi avec la France, de François Ier, puis ça avait une alliance très forte, hein, à la fois militaire, politique, mais aussi des échanges culturels. Euh, à cette époque-là, dès cette époque-là, enfin même avant cette époque-là, mais surtout à cette époque-là, les corps de l'élite militaire euh, ottomane, donc les fameux janissaires en français, en turc Yeniçeri, qui veut dire notamment la troupe de l'élite, hein, celle qui avait conquise des territoires immenses et qui faisait la gloire de l'Empire, elle était rattachée à cette confrérie-là. Donc le saint patron de ces soldats de l'élite des janissaires était Hadji Bektash Wali. Et ça a perduré jusqu'au 19e siècle. Parce qu'après, il y a eu des problèmes avec l'Empire ottoman, donc ça a eu un grand tourment. Bon, ce qui veut dire que cette confrérie-là, elle est importante pour l'espace balkanique parce que non seulement elle est sans doute la plus ancienne, mais celle qui a permis une structurisation de, de l'État à travers aussi des pratiques spirituelles. De nos jours, en fait, cette confrérie est toujours très très présente, surtout en Albanie, où il y a le siège même mondial, on va dire le siège officiel, qui était en Turquie, mais depuis l'époque de Mustafa Kemal Atatürk, ils l'ont déplacé en Albanie, parce que la Turquie moderne, en fait, voulait couper un peu les liens avec le passé ottoman.
Et donc, c'est la seule confrérie, en fait, qui s'est officiellement déplacée. C'est présent aussi en Kosovo, en Macédoine du Nord, Bulgarie, en Grèce. Il y a pas mal de zaouïas, mais il y a peu de pratiquants. Et elle est importante, en fait, pour la vie de l'islam soufi aujourd'hui. Une deuxième confrérie qui arrive un peu dans la foulée, qui arrive un peu dans les événements, en fait, qui vont suivre la structurisation de l'État ottoman, c'est la confrérie des Halwati. Halwa, la retraite. Halveti, on les appelle localement. Cette confrérie aussi est très importante parce que du 16e, 17e et 18e siècle, des personnes qui sont dans l'administration ottomane, que ce soit la haute administration, donc euh, les gens qui travaillent en fait pour les impôts, les gens qui sont des ministres, les gens qui occupent des postes importants, ou que ce soit une administration plus locale, en bonne partie, en fait, ils vont appartenir à cette confrérie-là, qui, elle, vient du monde perse du Caucase, en fait. L'origine est plutôt l'Azerbaïdjan d'aujourd'hui, et qui a été importante aussi pour l'Empire ottoman, parce que, en fait, tous les événements de l'Empire, ils vont se répercuter sous les Balkans, parce que forcément, ça faisait partie de l'Empire. Donc, cette confrérie, pour la distinguer de celle des Bektashi, donc celle des Bektashi, je reviens rapidement, avec le temps, a pris aussi une connotation plutôt, on appelle ça hétérodoxe, donc pour la distinguer des orthodoxes, donc pas, on va dire, très cadré, carré comme certains voient qui sont plus orthodoxes, et aussi hétéroclite parce qu'elle a pris aussi des autres pratiques, notamment des influences aussi du chiisme, mais aussi des autres traditions qui étaient présentes en Anatolie, l'animisme, certaines croyances en fait dans les pouvoirs de la nature, tout en restant bien sûr dans l'islam, hein. Donc, c'est la seule en fait qui a, même de nos jours, certaines choses qui peuvent paraître un peu étonnantes dans l'islam sunnite, mais en fait, finalement, elle est comme ça, du fait de son histoire aussi. Mais les autres, donc à partir de Khalwati, maintenant que je viens de citer, elles sont vraiment dans la tradition de l'islam sunnite, donc il n'y a aucun doute, comme on peut le voir au Maghreb, ou comme on peut le voir en Moyen-Orient, ou en Turquie. C'est des confréries, en fait, qui se sont structurées dans le monde de l'islam sunnite. Celle de Halwati, elle a une spécificité, c'est qu'elle elle insiste beaucoup sur la pratique de la retraite, halwa, qui était dans le temps très importante, voire obligatoire, hein, que ce soit plusieurs jours, que ce soit parfois 40 jours même. De nos jours, en fait, c'est moins présent comme pratique, mais certains le font, peut-être de façon plus sporadique et plus réduite. L'implantation des Halweti est très importante parce que, comme le Bektashi, en fait, c'est une confrérie qui a touché pratiquement tout l'espace balkanique. Euh, En Bosnie-Herzégovine, je pense, quand on va à Sarajevo et quand on va là, sûrement la plus belle mosquée de Sarajevo, en tout cas la mosquée principale avec la tour d'horloge, c'est le Gazi Hussein Begova. Euh, dans la cour de la mosquée, il y a une tombe, celle de Gazi Hussein Begova, celui qui a fondé la mosquée aussi, qui a donné à la ville en fait l'aspect, en tout cas la partie musulmane, l'aspect d'aujourd'hui, parce qu'il a fondé aussi des bibliothèques, des hammams, des couvents soufis, et notamment lui-même, il appartenait au Khalwati. Euh, de nos jours, c'est important, donc surtout au Kosovo, cette confrérie, en Albanie, il y a beaucoup de Khalwati, en Macédoine du Nord et en Bosnie-Herzégovine. La troisième confrérie très importante, et qui arrive aussi un peu dans la même période, donc on est en 15e, 16e siècle, c'est celle des Kadiri qui sont plus connus pour peut-être les gens qui nous écoutent, parce que c'est très présent au Maghreb aussi, très présent au Moyen-Orient, en Turquie et dans les Balkans. Alors dans les Balkans, il y a les variantes locales des Kadiri, donc des branches, parce qu'il y a tellement de
pareil, je parlais des Halveti, donc comme quoi c'est intéressant, une confrérie en fait me permet de revenir à l'autre, mais rapidement de condenser ce que je dis pour voir la différence qu'il y a. En fait, chez les Halwati, de nos jours, il y a beaucoup de subdivisions, ça s'appelle, kol, des sous-branches, qui permettent en fait la continuité hein, de la confrérie, la ramification finalement comme une branche d'arbre. Notamment, je pense à celle des Halveti Hayati, qui se trouve au sud de la Macédoine du Nord, euh, celle des Halveti Djelahi, qui sont très connues, parce que beaucoup de gens les ont vus à Istanbul, où il y a le centre. Après, il y a d'autres, mais vous voyez la richesse déjà dans une confrérie de différentes, on va dire, différents groupes, différentes divisions, différents courants de la même confrérie. Donc les Kadiris, c'est pareil, c'est une confrérie en fait qui a joué un rôle très important, parce que même de nos jours, ils sont très présents dans l'espace qui va de la Bosnie-Herzégovine à, à l'Albanie, hein, notamment à Sarajevo. Donc je vais souvent citer Sarajevo, mais je vais citer aussi d'autres villes. La fameuse, la plus belle, sans doute, Zawiya Teke, comme on dit dans la langue locale, de Sarajevo, c'est celle de Haji Sinano, elle s'appelle Tekia, ou la Zawiya de Haj Sinan, qui est une Zawiya Kadiri, et qui est assez exceptionnelle, remarquable, avec des calligraphies sur les murs, avec c'est un musée en même temps, parce qu'ils ont gardé tellement d'objets importants de leur confrérie et qui ont des pratiques très vivantes et très spirituelles en fait. D'autres Kadiri très importants, on les trouve au Kosovo. Alors là, je vais citer le Kosovo parce que c'est surtout la partie ouest du Kosovo. Pour les gens qui ont du mal à situer, c'est au nord de l'Albanie et pas loin du Monténégro. Au sud de la Serbie aussi. Alors au Kosovo, il y a il y a deux, trois villes, surtout il y a une ville où il y a beaucoup de confréries, notamment toutes celles que je vais citer au fur et à mesure. Elles sont pratiquement toutes dans cette ville-là. Ça s'appelle la ville de Djakova. Et donc c'est là où on retrouve les Bektashi, que je citais en premier, les Halweti et les Kadiri. Et donc cet espace des Kadiri, c'est la fameuse confrérie de Abdelkader al-Jilani. Donc c'est une confrérie en fait qui nous vient du monde arabe cette fois-ci et qui a très facilement et de façon très naturelle en fait essaimé en Empire ottoman, en Turquie et dans les Balkans d'aujourd'hui. Donc on a déjà la présence de trois confréries importantes. J'ai cité plusieurs pratiques, plusieurs lieux. Celle des Kadiri, qu'est-ce qui va les distinguer par rapport aux autres? Euh, c'est toujours un islam en fait traditionnel sunnite, Hanifi, avec le wird, donc la litanie en fait de la confrérie. Certaines parties sont assez similaires en fait à celles des Halwati. Il y a des différences par exemple dans le dhikr. Halwati, ils font le dhikr en fait souvent euh, ils se mettent les uns forment un cercle et donc ils tournent autour du cercle. Les Kadiri n'ont pas cette pratique-là, mais ils peuvent avoir en fait certains mouvements importants aussi du corps, justement. Ça aussi, c'est dans les dhikr des Balkans, c'est très important le travail du corps. Euh, il y a beaucoup de similitudes en fait. On voit bien que d'une confrérie à une autre, il y a eu beaucoup d'échanges. Et parfois, c'est difficile à distinguer de façon euh, définitive ou de façon délimitée totalement les différentes subtilités. Parce que souvent, c'est des gens en fait qui sont de la même ville, parfois même du même quartier. Et donc forcément, les gens se ressemblent entre eux. Mais pour des raisons différentes, certains ont pris un rattachement dans une confrérie, d'autres dans une autre. Il y a une confrérie aussi qui est très importante et qui joue un rôle majeur en fait dans l'islam plus tardif finalement. Elle arrive bien plus tard. C'est celle des Rifai. Elle arrive en fait au 18e, 19e siècle surtout, dans les Balkans de Ahmed al-Rifai, donc toujours une confrérie qui vient du monde arabe.
donc du monde arabe du Moyen-Orient, comme c'est déclaré. Les Roufaïs, bien qu'ils soient plus récents que les autres, ils sont très implantés de nos jours. Ils sont très vivants en Kosovo, très très vivants. Il y a des villes où il y a beaucoup de conflits Roufaïs. Relativement vivants un peu moins en Bosnie-Herzégovine. Euh, Très présents en Albanie et présents aussi en Macédoine du Nord. Les Roufaïs, en fait, surtout les Roufaïs des Balkans, alors eux, un peu comme les Bektashi, mais peut-être dans une moindre mesure, ils ont pris aussi certaines pratiques ou certains, on va dire, croyances plus que pratiques du, du monde chiite. Donc notamment, il y a une place très importante qui est donnée aux 12 imams dans le chiisme, hein, qui sont aussi finalement dans le sunnisme, hein, parce que on part de Sina Ali, mais jusqu'à Sina Mehdi. Et donc, bah, c'est la famille du prophète, Ahl Bayt. Mais dans certaines confréries, en fait, il y a une façon de voir l'Ahl Bayt comme une sorte de boussole presque éternelle, en fait, qui suit le livre sacré, le Coran, le prophète. Et après, en fait, en quelque sorte, la sunna, ça serait un mélange d'héritage prophétique avec l'héritage de la famille du prophète. Donc, c'est ça, en fait, qui est la petite subtilité. Et il y a eu aussi des liens, et ça, on a tendance à l'oublier, très importants entre le monde persane, toute la culture persane que l'Empire ottoman a véhiculée, dont je parlais tout à l'heure, et les Balkans, hein. Même si c'est deux espaces lointains, finalement, à travers différents poètes, différents mystiques, l'islam des Balkans, c'est une synthèse de l'islam turc, enfin, ce que c'est l'islam turc d'aujourd'hui, donc ottoman, véhiculé par les Turcs parce que les sultans étaient turcs, l'islam arabe, parce que je viens de citer notamment trois conflits importants qui ont pris l'essor dans le monde arabe, et l'islam aussi persan, avec la finesse de la poésie persane et certaines pratiques qui sont propres au peuple en fait, persan. Donc en fait, tous les trois ont été synthétisés dans la population locale. C'est ça qui est intéressant. On pris une couleur locale, en fait, que finalement, il y a deux façons de la voir. Certains chercheurs pensent que c'est une, euh, c'est une partie, et d'ailleurs très importante, de l'islam ottoman, mais d'autres, en fait, pensent que, bien que les Ottomans, ils ont à la fois ramené l'islam officiellement et protégé, mis en avant, etc., pendant 6 siècles, hein, donc une très longue période. Mais en fait, certains chercheurs pensent que ça serait plutôt un islam, en fait, selon européen, de cette partie du sud-est de l'Europe, balkanique, où la couleur locale et l'identité locale, en fait, finalement, elle est aussi importante que celle ottomane, parfois même plus. On verra peut-être, on a peut-être moins parlé de l'architecture, mais l'architecture, en fait, finalement, des zaouïas, des mosquées, elle est très similaire de celle qu'on voit dans la Turquie d'aujourd'hui. Donc, on voit bien les influences ottomanes, mais il y a quand même parfois des choses qui nous surprennent, notamment, je pense à la mosquée de Tirana, à Cihatembey, qui est complètement couverte de peinture, ce qui est chose très très rare dans le monde de la Turquie. Celle de la mosquée peinte, en plus, ça s'appelle en Macédoine du Nord, à Tetovo. Elle est aussi, surtout à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, totalement peinte aussi. C'est une peinture, en fait, à la fois très reliée avec le monde musulman, parce qu'il y a toujours la symbolique de la géométrie sacrée, les motifs géométriques, les motifs floraux, et la calligraphie qui s'imbrique. Il y a une petite influence aussi un peu du baroque tardif européen, notamment vénitien. Et il y en a une autre en Bosnie-Herzégovine, à Travnik, qui s'appelle aussi la mosquée peinte. Oui, Ça, j'aime bien. En fait, ces trois mosquées-là sont tellement propres aussi au Balkan c'est que unique. finalement, on ne les retrouve pas vraiment en Turquie. C'est unique. Ouais. Donc, c'est unique en fait. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir cette bipolarité. On peut le voir aussi comme une variante de l'islam ottoman des Balkans, ce qu'on appelle la Turquie de l'Europe. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelait jusqu'au début du XXe siècle officiellement. Mais on peut l'avoir aussi comme une identité propre de ces peuples-là. Et les deux sont possibles, en fait. Ça dépend comment on les voit. Une confrérie très importante qui se trouve surtout en Bosnie-Herzégovine en étant la confrérie majoritaire,
c'est la confrérie des Nakshbandis, qui, qui est arrivée aussi assez rapidement dans les Balkans. Donc, peut-être juste après les Bektashi, parce on a aussi des vestiges archéologiques qui le prouvent. Notamment, on sait qu'en Macédoine du Nord, à Skopje, à la capitale, il y a actuellement deux lieux qui sont devenus des mosquées avec le temps, mais qui au début étaient des mosquées zaouïas, ça s'appelle. Et en fait, les deux étaient fondés par les Naqshbandis, qui eux-mêmes, euh, une des deux s'appelle Issa Bey, Ghazi Issa Bey. Et en fait, ce Issa Bey, non seulement il a fondé cette mosquée, mais il a fondé aussi la ville de Sarajevo. Et donc Issa Bey était relié à la tariqa Naqshbandi. Et au Kosovo, à Prizren, alors Prizren, c'est une ville aussi très importante. On l'appelle parfois la petite Istanbul des Balkans parce qu'elle a une forte influence du monde turc d'aujourd'hui et du monde ottoman dans le passé. Cette ville de Prizren, dans la ville de Prizren, pardon, la plus ancienne mosquée, qui est toujours vivante, hein, hein, qui est toujours là, toujours présente, qui date quand même du début 15e. Elle était fondée par un maître, en fait, qui était de la tariqa Naqshbandi. De nos jours, c'est surtout en Bosnie-Herzégovine où la tariqa Naqshbandi est présente, dans une moindre mesure au Kosovo et aussi en Monténégro, au sud du Monténégro, à Stari Bar. Euh, Très peu présente dans les autres pays, en fait. Alors, il y a la confrérie des fameuses derviches tourneurs de Rumi, de Mevlevi, qui a été très présente dans les Balkans. On sait qu'il y a eu plusieurs tekkes Mevlevi, notamment au Kosovo. En Bosnie-Herzégovine, il y a toujours une tekke Mevlevi, donc ça témoigne que ça n'a pas 100% disparu. Il y en avait à Skopje en Macédoine, il y en avait en Grèce. Donc c'était une confrérie très importante aussi, comme on le voit dans le jour à Konya ou à Istanbul, mais pour des raisons en fait complexes qu'on ne connaît pas bien. Et là, hélas, quasiment disparu du monde des Balkans, sauf celle qui est présente à Sarajevo. Cela dit, certaines pratiques des Mevlevis sont restées dans les autres confréries, surtout avec les influences un peu, on va dire, modernes, où les échanges sont plus faciles qu'avant. On voit qu'il y a des derviches tourneurs parfois dans certains cercles de dhikr, qu'ils soient Naqshbandi, qu'ils soient Kadiri. En fait, actuellement, il y a beaucoup de zawiyas qui sont certains très dynamiques et très vivantes, d'autres un peu moins, mais qui sont toujours actifs. Tout dépend des pays et des régions. Je citerai la Bosnie-Herzégovine, donc surtout Sarajevo, Mostar. À Mostar, il y a la fameuse Tequila Blagaj, à côté de Mostar, donc le fameux village où prend la source, la rivière Buna, qui est une très très belle rivière dans une falaise. Et là, accolé à la falaise, il y a une maison ottomane magnifique du XVIe siècle, toujours dans Sanju, où il y a une magnifique zaouïa. Donc parfois, il y a des lieux comme celui-ci, en fait, qui sont des lieux vraiment... euh, c'est peut-être le lieu le plus visité en Bosnie-Herzégovine, hein. Donc imaginez un pays en Europe où le lieu le plus visité, c'est une zaouïa, finalement. Ça, C'est vrai. c'est pas ça un témoignage Non, c'est vrai. de l'aspect vivant, qu'est-ce que ça peut être. Euh, Après, au Kosovo, donc j'ai cité Jakova et Prizren, donc les deux villes où il y a des zaouïas très actifs. Euh, je citerai l'Albanie, où il y a surtout la présence des Bektashi, à Tirana, mais surtout dans le sud d'Albanie. Dans la région du sud d'Albanie, il y a plusieurs dizaines, voire peut-être une centaine en fait, de Zaouïas Bektashi. Donc, ça fait quand même beaucoup pour un petit espace. Elles sont pas toutes très vivantes et puis on peut pas forcément participer aux activités qu'ils font, mais on est toujours reçu, on est toujours, on va dire, très bien reçu d'ailleurs, et expliquer en fait l'histoire de comment ils sont là. Euh, En Macédoine du Nord aussi, il y a une vivification notamment à Tetovo, une ville qui se trouve à côté de la capitale, Skopje. En Monténégro,
dans le sud. Donc, j'ai cité tout à l'heure, il y a aussi une revivification, en fait, avec une zaouïa très importante. Dans nos jours, en fait, c'est surtout cet espace-là qui est très important. Et puis, il y a deux confréries, en fait, qui sont uniques en Europe, de façon historique, qui sont très connues dans le monde musulman, mais qui sont toujours vivantes. C'est la Chazilia en Kosovo et la Tijaniya en Albanie du Nord, et qui n'ont pas du tout, contrairement aux autres, en fait, eu de répercussions sur d'autres villes ou d'autres régions, en fait. Il se trouve qu'il y a juste ces deux villes-là où il y a ces deux zaouïas-là, ces deux tekkes. Même celle d'Albanie, en fait, elle n'est pas vraiment active, mais elle a été. D'ailleurs, le grand mufti d'Albanie dans les années 90, c'était aussi un cher Tijani en même temps. Euh, et celle des Chazili au Kosovo, bah, c'est le seul exemple euh, des Chazili en Europe, finalement. Donc ça, c'est intéressant. Donc vous voyez, c'est pour un petit espace, finalement, ça, ça, ça fait parler de soi. Et c'est intéressant d'aller les visiter, à mon avis, c'est intéressant d'aller les voir. Pour voir que tout ça, finalement, c'est aussi des lieux, c'est des gens avant tout, c'est des humains, c'est des histoires qu'elles contiennent. Parfois, on dit que les Balkans contiennent plus d'histoires de ce qu'elles peuvent, euh, en fait, finalement. Et c'est un peu le cas du Tasawwuf aussi, parfois. Il y a trop d'histoires pour un petit espace. Donc, c'est intéressant de pouvoir les toucher, de pouvoir les connaître de près, parce que c'est un patrimoine très important, en fait, de la région. C'est un patrimoine très important de l'Europe aussi, du monde musulman aussi, et de l'humanité. Écoute, merci beaucoup, André. Vraiment, c'était passionnant. Et je te remercie pour ce partage très riche. Et puis, voilà. Bon courage et puis bonne continuation avec tes visites. Et on espère peut-être se revoir en Albanie Inch'Allah, pour aller avec grand voir plaisir. vraiment toutes ces areas, tous ces tekkes, tous ces lieux que tu nous as décrits. Donc, merci beaucoup. Merci à toi pour cet espace d'échange. Ça m'a fait très plaisir.